On vous a menti. Toute votre vie, on vous a appris que la responsabilité était la vertu suprême. On vous a dit que plus vous étiez doué, plus vous aviez de pouvoir, plus le poids du monde devait peser sur vos épaules. C'est le mantra des héros, des parents, des professeurs. Si tu peux aider, tu dois le faire. Si tu vois une injustice, elle est de ta faute si tu ne l'arrêtes pas. C'est une idée noble, n'est-ce pas? C'est ce qui fait de nous des gens bien. Mais aujourd'hui, je vais briser ce piédestal. Je vais vous montrer comment cette idée, cette noble intention de porter le monde, est précisément ce qui détruit les esprits les plus brillants, ce qui paralyse l'action et ce qui, paradoxalement, nous rend inutiles face au chaos. Imaginez l'homme le plus intelligent de la planète. Pas seulement brillant comme votre prof de fac, mais une intelligence si vaste, si rapide, que ses collègues, des prix Nobel eux aussi, se demandaient sincèrement s'il appartenait à la même espèce biologique que nous. Cet homme, c'est John von Neumann. Et en 1943, en plein milieu du désert du Nouveau-Mexique, il a dit quelque chose à un jeune physicien de 24 ans qui était en train de s'effondrer de l'intérieur. Quelque chose de si dangereux, de si radical, de si totalement irresponsable en apparence, que cela a fini par lui sauver la vie. Et ce n'était pas une équation, ce n'était pas une théorie sur la fission nucléaire. C'était une simple phrase de 11 mots, prononcée avec la désinvolture d'une remarque sur la météo. Vous n'avez pas à être responsable du monde dans lequel vous êtes. Prenez une seconde pour laisser cette phrase infuser. Elle vous dérange, n'est-ce pas? Elle sonne comme l'excuse parfaite d'un sociopathe. On parle de deux hommes qui étaient en train de construire l'arme la plus destructrice de l'histoire de l'humanité à Los Alamos. Entendre un créateur de la bombe atomique dire qu'il n'est pas responsable du monde, ça ressemble à l'aveu d'un criminel de guerre qui cherche à dormir la nuit. Vous avez envie de vous indigner. Vous vous dites « c'est trop facile. Si les génies ne sont pas responsables, qui le sera ?» Mais restez avec moi. Restez dans cet inconfort. Parce que ce que vous entendez n'est pas ce que von Neumann a dit. Vous réagissez aux mots, mais vous ne comprenez pas encore la structure de la réalité qu'ils décrivent. Il y a une différence monumentale entre ne pas s'en soucier et refuser de se noyer. Ce que von Neumann a offert à ce jeune physicien, un certain Richard Feynman, ce n'était pas une permission de devenir un monstre froid. C'était la permission d'arrêter de mourir sous un poids qu'aucun être humain n'est biologiquement conçu pour porter. Nous sommes en 1943, Los Alamos, un lieu qui n'existe sur aucune carte. Une boîte postale, la P.O. Box 1663 à Santa Fe, est le seul lien avec le reste de l'univers. Derrière les barbelés, la plus grande concentration de génies de l'histoire, Oppenheimer, Fermi, Bethe, Teller, et au milieu de ces géants, un gamin de 24 ans de Queens, New York, Richard Feynman. Il est le plus jeune chef de groupe de la division théorique. Il est si rapide, si intuitif, qu'Oppenheimer lui-même écrit qu'il est, de loin, le plus brillant. Mais Feynman est en train de se briser. Pourquoi? Parce qu'il vit un paradoxe insupportable. Le jour, il résout des équations pour calculer la puissance d'une explosion capable de raser des villes entières. Il manipule des chiffres qui représentent des milliers de vies. Et la nuit? La nuit, il conduit 2 heures à travers le désert pour rejoindre un sanatorium à Albuquerque. Là, il tient la main d'Arlene, son premier amour, sa femme, qui est en train de mourir de la tuberculose. Imaginez la pression, le poids de la guerre mondiale sur l'épaule gauche, le poids de la mort imminente de la femme qu'il aime sur l'épaule droite. Feynman essaie de sauver le monde libre tout en étant incapable de sauver la seule personne qui compte pour lui. Il est écrasé par la responsabilité. Il se sent coupable de chaque seconde où il ne travaille pas sur la bombe et coupable de chaque seconde où il n'est pas avec Arlene. Il est en train de devenir une coquille vide, un moteur qui tourne à plein régime mais qui n'a plus d'huile. C'est là que von Neumann intervient, l'homme au costume 3 pièces dans la chaleur du désert. Celui qui calculait les trajectoires de détonation dans sa tête plus vite qu'une machine. Il voit ce jeune homme se noyer dans sa propre morale. Il voit que Feynman est en train de perdre sa plus grande force, sa curiosité ludique, sa capacité à voir la beauté dans le désordre. Et c'est là qu'il lui inocule ce virus de l'irresponsabilité active. Aujourd'hui, nous allons déconstruire ce mythe de la responsabilité totale.
Nous allons voir pourquoi porter le monde est la meilleure façon de ne jamais rien y changer. Nous allons parler de thermodynamique de l'esprit, de pourquoi votre culpabilité est un déchet énergétique, et comment en devenant irresponsable, Feynman est devenu l'un des êtres les plus lucides et les plus utiles de notre siècle. Préparez-vous, car on va retourner votre compas moral pour trouver la vraie direction du Nord. C'est ici que nous devons briser le mythe le plus persistant, le plus toxique et le plus bien-pensant de notre éducation moderne. L'idée que la culpabilité est un moteur de changement. On nous martèle que se sentir mal pour les malheurs du monde est une preuve de notre humanité, et que cette douleur est ce qui nous pousse à agir. C'est une erreur logique fondamentale. En physique, nous appellerions cela une erreur de rendement. La culpabilité n'est pas un carburant, c'est une friction. Regardez les faits, pas vos émotions. Quand vous essayez de faire avancer une voiture, vous voulez que l'énergie du moteur soit transférée aux roues avec le moins de pertes possible. Mais si vous serrez le frein à main en même temps que vous accélérez, que se passe-t-il ? Le moteur hurle, consomme énormément d'énergie, mais la voiture n'avance pas, elle chauffe, elle finit par brûler. La culpabilité de porter le monde, c'est ce frein à main, c'est de l'énergie cinétique transformée en chaleur inutile, en anxiété pure, qui ne déplace aucun objet dans la réalité. L'opinion commune dit « Si vous arrêtez de vous sentir responsable de la faim dans le monde, des guerres ou du climat, vous devenez un monstre d'indifférence. » Les maths disent exactement l'inverse. Les maths de la capacité cognitive nous disent que l'attention humaine est une ressource finie. C'est un système clos. Si vous allouez 90% de votre puissance de calcul mental à traiter le bruit de fond du chaos mondial, des choses sur lesquelles vous n'avez aucun levier d'action immédiat, il ne vous reste que 10% pour résoudre les problèmes qui sont réellement devant vous. Pour Feynman, ces 10% restants n'étaient pas suffisants pour craquer les codes de la physique nucléaire ou pour être pleinement présent pour sa femme mourante. En essayant d'être responsable de tout, il devenait inefficace pour tout. Faisons une analogie domestique simple. Imaginez que vous êtes chez vous et qu'une petite fuite d'eau commence dans votre cuisine. C'est un problème que vous pouvez régler. Mais au même moment, vous entendez aux informations qu'un barrage vient de céder à l'autre bout de la planète, menaçant des milliers de personnes. La morale classique vous dit de vous désoler pour le barrage, de pleurer sur les victimes, de ressentir le poids de cette tragédie mondiale. Alors vous restez là, figé devant la télé, pétrifié par l'ampleur du désastre que vous ne pouvez pas arrêter. Pendant ce temps, l'eau continue de couler dans votre cuisine, s'infiltre sous le parquet et finit par détruire votre propre maison. En étant responsable du monde, vous avez échoué à être responsable de votre cuisine. C'est ce que von Neumann a vu chez Feynman. Il a vu un génie dont la cuisine était en train d'être inondée parce qu'il fixait le barrage lointain de l'apocalypse nucléaire et de la maladie d'Arline. Von Neumann, avec son esprit froid de mathématicien, a compris que la seule façon pour Feynman de redevenir utile au monde était de lui donner le droit de s'en foutre. Écoutez ce dialogue imaginaire, mais très probable, entre un auditeur têtu et l'esprit de von Neumann. « Mais John, c'est égoïste, le monde brûle et vous lui dites de regarder ailleurs ?» « Non, répondrait von Neumann avec un sourire glacial. Je lui dis de regarder ses équations, parce que s'il ne regarde pas ces équations, personne d'autre sur cette planète ne pourra le faire à sa place. Le monde ne manque pas de gens qui se sentent mal. Le monde manque de gens qui résolvent des problèmes. C'est là que le cerveau du spectateur doit se retourner. Nous pensons que l'empathie universelle est la solution. Mais dans un système complexe, l'empathie universelle sans action spécifique est une forme d'entropie. C'est du désordre. La vraie moralité, selon la logique de von Neumann, n'est pas de porter le monde, mais de porter sa part de charge, avec une précision chirurgicale. Si vous êtes un physicien, votre responsabilité envers l'humanité est d'être le meilleur physicien possible, pas d'être un activiste médiocre ou un dépressif moraliste. Regardez l'expérience historique de Jan Battista van Helmont au XVIIe siècle. Il pensait que les plantes tiraient leur masse du sol. Il a pesé un pot de terre et un arbre pendant 5 ans. À la fin,
L'arbre pesait 75 kg de plus, mais la Terre n'avait presque pas bougé. Son hypothèse était fausse. La masse venait de l'air, de quelque chose d'invisible. La responsabilité de Feynman fonctionnait de la même manière. On pensait qu'elle devait venir du poids qu'il portait, la Terre, alors que sa véritable valeur venait de sa capacité à rester léger, à puiser dans l'invisible, dans la joie de la découverte, l'air. En se délestant de la culpabilité, il a retrouvé la masse critique nécessaire pour transformer la science. Et c'est là que le paradoxe devient effrayant. Pour être vraiment bon pour les autres, vous devez d'abord accepter d'être irresponsable à leurs yeux. Vous devez accepter de ne pas porter leur fardeau pour avoir la force de construire un levier. Comme le disait Archimède, « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde ». La culpabilité n'est pas un point d'appui, c'est le sable dans lequel vous vous enfoncez. Von Neumann a offert à Feynman le point d'appui, l'irresponsabilité sociale active. C'est dangereux? Oui. C'est irréfléchi? Peut-être. Mais c'est la seule façon de ne pas mourir avant d'avoir fini son travail. Mais attention, ne confondez pas cela avec de la paresse. Feynman n'est pas allé se coucher, il est retourné au travail. Mais il y est retourné sans le sac à dos de plomb que la société l'obligeait à porter. Il est devenu ce qu'il a appelé activement irresponsable. Et nous allons voir dans la partie suivante comment cette irresponsabilité a produit l'une des avancées les plus spectaculaires de la physique moderne, née d'une simple assiette qui vole dans une cafétéria. Après la guerre, Feynman est un homme brisé. Il est à l'université de Cornell et pour la première fois de sa vie, la physique, son grand amour, son langage maternel, lui donne la nausée. Il s'assoit à son bureau, regarde ses feuilles blanches et ne ressent rien. Arline est morte. Son père est mort. Et il porte en lui le spectre de Hiroshima. Il est dans cet état de paralysie que nous avons décrit. La responsabilité totale a fini par geler ses circuits. Il se sent obligé de faire quelque chose d'important, quelque chose de socialement utile pour compenser la destruction qu'il a aidé à créer. Et parce qu'il s'oblige à être important, il devient incapable d'être créatif. C'est ici que la graine de von Neumann commence enfin à germer. Feynman se souvient. Vous n'avez pas à être responsable du monde. Il décide alors de tenter une expérience mentale radicale. Il se dit « Puisque je suis brûlé, puisque je n'ai plus de génie, je vais simplement m'autoriser à être irresponsable. Je vais faire de la physique, mais de la physique totalement inutile. Juste pour le plaisir, comme quand j'étais gamin. » Et c'est là que se produit l'un des moments les plus célèbres de l'histoire des sciences. Feynman est à la cafétéria de Cornell. Un étudiant, pour s'amuser, lance une assiette en l'air. L'assiette tourne, mais elle vacille aussi. Feynman remarque que le seau rouge de l'université sur l'assiette tourne plus vite que le balancement du vacillement lui-même. Un observateur normal verrait juste une assiette qui vole. Un homme responsable se dirait qu'il perd son temps à regarder des bêtises alors qu'il y a une guerre froide à gérer. Mais Feynman, armé de son irresponsabilité active, se lance dans le calcul. Il commence à déduire les équations du mouvement de rotation de l'assiette. Il découvre un rapport de 2 pour 1 entre l'angle du vacillement et la vitesse de rotation. C'est complexe, c'est élégant et c'est absolument totalement merveilleusement inutile. Son mentor, Hans Bethe, le voit travailler furieusement sur des schémas d'assiettes et lui demande « Richard, c'est très intéressant, mais à quoi ça sert? Quelle est l'importance sociale de ce travail ?» Et Feynman répond avec un sourire qui n'avait pas éclairé son visage depuis des années. « Ça n'en m'a aucune, je m'en fiche royalement, je fais ça juste pour le plaisir. » Analysons ce qui se passe ici avec une analogie, le projecteur dans le brouillard. Imaginez que vous êtes perdu dans une forêt dense, au milieu d'un brouillard total. Vous tenez une lampe torche puissante. La responsabilité sociale classique vous hurle. Éclaire toute la forêt, tu dois voir tous les dangers, partout, en même temps. Alors, vous réglez votre lampe sur le faisceau le plus large possible. Résultat, la lumière se reflète sur les gouttelettes d'eau du brouillard juste devant vos yeux.
Vous êtes ébloui par un mur blanc. Vous ne voyez plus rien, vous ne pouvez plus avancer. Vous êtes paralysé par l'ampleur de votre propre vision. L'irresponsabilité de von Neumann, c'est l'acte de focaliser le faisceau. C'est dire « je ne peux pas éclairer la forêt, mais je peux éclairer ce caillou, juste là, sous mon pied ». En resserrant le faisceau sur un point minuscule, une assiette qui vacille, Feynman a réduit l'entropie de son esprit. En physique, l'entropie est la mesure du désordre. Un esprit qui se sent responsable de tout est un système à haute entropie. L'énergie est dispersée dans toutes les directions. Elle ne produit aucun travail. En choisissant d'être irresponsable pour le reste, Feynman a créé un système à basse entropie. Toute son énergie a été canalisée dans un seul canal étroit. Et voici le mind-blowing. Ce calcul ridicule sur l'assiette qui tourne, il l'a conduit à réfléchir aux rotations des électrons. Ces réflexions l'ont mené à retravailler l'équation de Dirac. Et ce travail, né d'un pur amusement irresponsable, est devenu l'électrodynamique quantique, QED, la théorie la plus précise de toute l'histoire de la science, celle qui lui a valu le prix Nobel. Voyez-vous le paradoxe ? En refusant d'être utile à la société, il a fini par donner à l'humanité l'outil le plus puissant pour comprendre la réalité. C'est ce que j'appelle la loi du rendement indirect. Dans les systèmes complexes, que ce soit la physique ou la vie humaine, la ligne droite n'est jamais le chemin le plus court. Si vous visez l'utilité, vous atteignez la médiocrité. Si vous visez la joie pure de la résolution de problèmes, l'utilité vous tombe dessus comme un sous-produit inévitable. Écoutons ce dialogue imaginaire entre Feynman et un critique moderne. « Monsieur Feynman, vous jouez du bongo pendant que le monde craint l'apocalypse nucléaire ? C'est une insulte aux victimes. » « Écoutez, répondrait-il en ajustant ses lunettes, si je passe ma journée à pleurer, est-ce que les bombes vont se désintégrer ? Si je me sens coupable, est-ce que les politiciens vont devenir sages ? Non. La seule chose que je sache faire, c'est de la physique. Et je ne peux pas faire de la physique si mon cerveau est encombré par vos attentes. Mon irresponsabilité est ma seule façon de rester un être humain capable de réfléchir. Vous voulez que je porte le monde ? Je préfère le comprendre. Et croyez-moi, à long terme, c'est beaucoup plus utile. C'est une leçon de thermodynamique existentielle. La culpabilité est une fuite d'énergie. La responsabilité imposée est un parasite qui consomme votre processeur central. Feynman a compris que pour sauver son esprit, il devait accepter d'être le méchant aux yeux des moralistes. Il a accepté d'être celui qui ne signe pas les pétitions, celui qui ne va pas aux réunions de comité, celui qui refuse de porter le deuil éternel. Mais attention, cette voie a un prix. Elle crée des barrières. Elle mène à des paradoxes que même von Neumann ne pouvait pas ignorer. Car si tout le monde devient activement irresponsable, qui empêche le monde de s'effondrer ? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Les limites de cette philosophie et le moment où la réalité finit par nous rattraper, peu importe la vitesse à laquelle nous courons. Mais attention, ne vous méprenez pas sur la nature de ce remède. Si la phrase de von Neumann a sauvé Feynman, elle portait en elle un poison lent, un paradoxe qui devrait nous faire frémir. Car si vous décidez de ne plus être responsable du monde, vous flirtez avec une frontière extrêmement sombre. C'est la frontière entre la clarté et la cruauté. Regardez l'homme qui a donné ce conseil, John von Neumann. Ce n'était pas un saint désintéressé, c'était un homme qui, quelques années plus tard, suggérait sérieusement une attaque nucléaire préventive contre l'Union soviétique. Son irresponsabilité n'était pas seulement une technique de survie psychologique, c'était une déconnexion mathématique froide. Pour lui, le monde était une suite de parties d'échecs, sa fameuse théorie des jeux. Si la logique disait de sacrifier un pion, ou une ville, pour gagner la partie, il le faisait sans ciller. Voilà le danger. Quand on cesse de se sentir responsable du monde, on risque de cesser de voir les humains qui le composent comme des êtres de chair et de sang, pour ne plus voir que des variables dans une équation complexe. C'est ici que nous rencontrons la limite de l'entropie morale. En physique, la deuxième loi de la thermodynamique nous dit que dans un système isolé, le désordre, l'entropie, ne peut qu'augmenter. Mathématiquement, on l'exprime par ds supérieur ou égal à T dq, où ds est le changement d'entropie,
dQ est le transfert de chaleur et T la température. Si l'on applique cette métaphore à l'esprit humain, la culpabilité est comme cette chaleur, dQ. Si vous refusez de laisser cette chaleur s'évacuer, en agissant, en vous sentant responsable, la température interne monte jusqu'à ce que le système, votre cerveau, fonde. Mais si vous évacuez toute chaleur morale, si vous devenez un système parfaitement froid, T proche de 0, vous atteignez un état de supraconductivité intellectuelle. Mais vous devenez aussi incapable de ressentir la chaleur humaine. Feynman a dû danser sur cette corde raide toute sa vie. On l'a accusé d'être misogyne, d'être arrogant, d'être émotionnellement distant. C'était le prix à payer pour son bouclier de protection. Pour préserver son génie, il a dû construire des murs de glace autour de son cœur. Imaginez une discussion entre Feynman et le fantôme de Robert Oppenheimer, l'homme qui portait le deuil du monde sur son visage. « Richard, dirait Oppenheimer avec sa voix de papier de verre, comment peux-tu rire ? Comment peux-tu jouer de tes bongos alors que nous avons ouvert les portes de l'enfer ? Nous avons du sang sur les mains. » Robert, répondrait Feynman, si je me coupe les mains, est-ce que ça nettoiera le sang ? Mon sang ne sauvera personne. Ma seule valeur, c'est ce que je peux encore découvrir. Si je m'effondre sous ton poids, alors la bombe a gagné 2 fois. Elle a détruit Hiroshima et elle a détruit mon esprit. Je refuse de lui donner cette 2e victoire. C'est là que réside le véritable paradoxe de l'irresponsabilité active. C'est un acte d'égoïsme suprême qui devient, par un tour de passe-passe de la réalité, un acte de générosité ultime. Si Feynman s'était laissé écraser par la culpabilité, il n'aurait jamais révolutionné la nanotechnologie, il n'aurait jamais expliqué l'hélium liquide, il n'aurait jamais inspiré des générations d'étudiants à aimer le doute et la curiosité. Le monde aurait perdu un phare, parce que le phare se sentait trop coupable d'être le seul à briller dans la nuit. Mais posez-vous la question, et si tout le monde faisait ça ? Si le médecin aux urgences décidait qu'il n'est pas responsable de la survie de son patient pour ne pas faire de burn-out ? Si le politicien décidait qu'il n'est pas responsable de l'avenir de son pays pour préserver sa santé mentale ? C'est ce qu'on appelle la tragédie des communs. Si chaque individu optimise sa propre légèreté, le poids collectif finit par écraser la structure qui nous maintient tous ensemble. L'irresponsabilité de Feynman n'est donc pas un modèle universel, c'est une exception de structure. Comme certains matériaux qui ne deviennent supraconducteurs qu'à des pressions extrêmes, ce conseil n'est valable que pour ceux qui sont déjà soumis à une pression capable de broyer du diamant. Ce n'est pas une excuse pour la paresse du quotidien, c'est une trousse de secours pour les âmes en train de se rompre. Feynman lui-même a fini par rencontrer sa propre limite. Pendant des décennies, il a refusé tout poste administratif, toute commission gouvernementale, tout ce qui ressemblait à une responsabilité sociale. Il a dit non à tout, jusqu'au jour où une navette spatiale nommée Challenger a explosé dans le ciel de Floride en 1986. Le monde entier l'a regardé. On avait besoin d'un esprit capable de percer le brouillard des mensonges bureaucratiques et des erreurs techniques. Feynman a d'abord dit non. Il a invoqué son droit à l'irresponsabilité. Il voulait rester dans son jardin à calculer des choses inutiles. Mais sa femme, Gwyneth, lui a dit quelque chose qui a brisé le conseil de von Neumann. Si tu ne le fais pas, il y aura 12 personnes qui feront le tour du problème ensemble. Si tu le fais, il y aura 11 personnes qui feront le tour, et une personne qui ira droit au but pour découvrir pourquoi ça s'est passé. À ce moment-là, Feynman a compris que l'irresponsabilité n'est pas une destination, c'est un sanctuaire. On y va pour se réparer, pour retrouver sa force, mais on ne peut pas y rester éternellement si l'on veut rester humain. Le défi n'est pas de porter le monde, mais de savoir quand le poser pour ne pas être brisé par lui, et quand le reprendre parce qu'on est le seul à pouvoir porter ce fragment précis de la réalité. C'est cette tension entre la légèreté absolue et l'engagement final que nous allons explorer dans notre conclusion. Comment trouver la beauté dans ce chaos ? Comment être heureux dans un monde qui saigne ? La réponse de Feynman est peut-être la chose la plus provocatrice que vous entendrez jamais. Nous arrivons au cœur du mystère. Pourquoi Richard Feynman, l'homme qui a vu l'ombre de la mort à Albuquerque et le feu de l'apocalypse à Los Alamos, a-t-il pu dire à la fin de sa vie qu'il était un homme très heureux ?
Comment peut-on être heureux après avoir ouvert la boîte de Pandore ? La réponse réside dans une compréhension radicale de ce que signifie réellement exister dans cet univers. L'opinion commune, celle qui nous ronge tous, est que notre valeur humaine est indexée sur le volume de nos inquiétudes. Nous pensons, inconsciemment, que si nous arrêtons de nous inquiéter pour le monde, nous cessons d'être bons. C'est le mythe du sacrifice émotionnel. C'est l'idée que si je souffre avec le monde, je l'aide. Mais regardez la réalité à travers les yeux d'un physicien. La souffrance n'est pas une devise que vous pouvez échanger contre de l'amélioration. La douleur que vous ressentez pour une guerre à l'autre bout de la Terre ne se transforme pas, par magie, en paix là-bas. Elle se transforme simplement en cortisol dans votre sang. Elle vous rend moins patient avec vos enfants, moins créatif dans votre travail, moins attentif à la beauté qui vous entoure. Von Neumann a libéré Feynman de ce chantage émotionnel. En lui disant « Tu n'es pas responsable du monde », il ne lui disait pas de devenir un psychopathe. Il lui rappelait une vérité scientifique fondamentale. L'univers est un système incroyablement vaste et complexe qui fonctionne selon des lois qui nous dépassent totalement. Nous ne sommes pas les directeurs de ce théâtre. Nous sommes des acteurs à qui on a donné une seule scène, un seul rôle, un seul instrument. Imaginez un orchestre symphonique de 10 000 musiciens jouant la partition la plus complexe de l'histoire. La responsabilité sociale telle qu'on nous l'enseigne, c'est comme demander au flûtiste d'arrêter de jouer sa mélodie pour aller vérifier si le violoniste au 3e rang est bien accordé, tout en s'inquiétant de savoir si le public au balcon a assez de chauffage. Si le flûtiste fait ça, la musique s'arrête. Le chaos s'installe. Le flûtiste n'est pas responsable de l'ensemble de la symphonie. Sa seule et unique responsabilité est de jouer sa partition avec la plus grande perfection possible. C'est cela, l'irresponsabilité active. C'est comprendre que votre contribution la plus héroïque au monde n'est pas de porter son poids, mais de cultiver votre propre lumière, votre propre curiosité, votre propre don, avec une intensité qui ignore le bruit de fond. Feynman a passé le reste de sa vie à explorer cette irresponsabilité. Il a appris à dessiner, il a appris à jouer des percussions brésiliennes, il a appris à déchiffrer les hiéroglyphes mayas. Il ne le faisait pas pour être utile, il le faisait parce qu'il était fasciné. Et c'est précisément cette fascination débridée qui a fait de lui l'un des plus grands professeurs de l'histoire. En refusant de porter la tristesse du monde, il a offert au monde quelque chose de beaucoup plus rare, une preuve vivante que la réalité est intrinsèquement joyeuse, peu importe à quel point elle est tragique. Regardez cette équation de l'intégrale de chemin de Feynman. Intégrale E puissance IS fois gamma sur H bar d gamma. Elle nous dit que pour aller d'un point A à un point B, une particule ne prend pas un seul chemin. Elle prend tous les chemins possibles en même temps. C'est vertigineux, c'est absurde, c'est magnifique. C'est ainsi que Feynman voyait la vie. Il ne cherchait pas le bon chemin moral tracé par les autres. Il explorait tous les chemins de la curiosité. La leçon de von Neumann, c'est que la culpabilité est une forme d'ego. C'est croire que le monde a désespérément besoin de votre angoisse pour continuer à tourner. C'est une illusion de contrôle. En lâchant prise, en acceptant votre irresponsabilité cosmique, vous ne devenez pas moins humain, vous devenez plus lucide. Vous commencez à voir le monde non plus comme un problème à résoudre, mais comme une merveille à observer. Feynman est mort en 1988. Ses derniers mots ont été « Je détesterais mourir 2 fois, c'est tellement ennuyeux ». Même face au néant, il restait l'observateur, le gamin curieux qui refusait de prendre la mort plus au sérieux que nécessaire. Il est mort heureux parce qu'il n'a jamais laissé le monde lui dicter ce qu'il devait ressentir. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez écrasé par les nouvelles, par les crises, par le poids insupportable de devoir faire quelque chose, souvenez-vous de ces 11 mots prononcés dans le désert. Vous n'avez pas à être responsable du monde dans lequel vous êtes. Cela ne veut pas dire que vous ne devez rien faire. Cela veut dire que vous devez faire ce que vous seul pouvez faire, avec la légèreté d'un physicien qui regarde une assiette volée dans une cafétéria. Posez le sac à dos du monde. Respirez. Regardez autour de vous. Il y a une complexité infinie dans une goutte d'eau, une symphonie dans le mouvement des nuages, une énigme dans chaque regard.
Votre seule véritable mission est d'être assez léger pour les remarquer. Le monde continuera de tourner, avec ou sans votre culpabilité. Mais avec votre joie, avec votre curiosité intacte, il sera juste un peu moins sombre. Et c'est peut-être la seule forme de responsabilité qui compte